Chers élèves, bonjour. On va dans on a vu dans la quatrième séance comment se fait la fécondation chez les angiospermes. Et on a vu la transformation de l'ovaire en fruit et puis la transformation de l'ovule en graine. Et on disait que celle-ci, elle entre environ pour résister aux conditions du milieu, en attendant bien sûr les conditions favorables pour la germination. Dans cette cinquième séance, on va traiter les phénomènes relatifs à la germination. Donc cette séance numéro 5, on va étudier bien sûr la germination des graines et les phénomènes responsables de cette ou bien qui accompagnent la germination des graines. Donc avant bien sûr de parler de la germination des graines, il faut rappeler que les graines doivent être disséminées, c'est-à-dire dispersées pour bien sûr coloniser l'espace ou bien coloniser les biotopes. Il y a différentes moyennes, les plantes ont développé différentes moyennes de dispersion ou bien de dissémination de la graine. On voit sur les documents différentes modalités de dispersion de graines. Ici par exemple au niveau du fruit des pissenlits, on voit la dispersion des graines qui se fait par le vent. Donc il y a des structures anatomiques qui permettent bien sûr le transport des graines par le vent. Ici, un autre mode de transport des graines chez les bardanes, on voit que les fruits contenant les graines, elle est pris dans le pelage des chiens. Donc ici, donc le transport des graines se fait par les animaux. Là, un autre mode de transport des graines, on voit ce oiseau qui est en train de manger le fruit du gué. C'est un parasite. Le gué, c'est une plante parasite. Donc lorsqu'il se nourrit du fruit du gué, il excrète, bien sûr, en se déplaçant, il va excréter les graines et par la suite, il va participer à la dispersion des graines. Un dernier mode de dispersion concernant les noix de coco. On voit ici les noix de coco qui sont transportées par l'eau. Par la suite, ils vont participer à la dispersion de la graine. Donc, après avoir étudié les différents modes de transport des graines ou bien de dispersion des graines, à savoir le vent, les animaux, et puis l'eau. Donc maintenant on va bien sûr donner une petite conclusion. Donc les végétaux utilisent différents modes de dispersion de la graine pour se multiplier et coloniser l'espace et atteindre des habitats favorables à la germination. Cette dissémination se fait bien sûr par les animaux, comme il a été dit, par le vent et par l'eau. Après leur dissémination, les graines germent et donnent de nouvelles plantes. Donc on va se demander maintenant comment se fait la transformation de la graine en plante, et après bien sûr la dispersion des graines, et quelles sont les conditions favorables pour la germination de la graine. Donc on va entamer bien sûr pour savoir comment se transforme la graine comment la graine va donner après germination une nouvelle plante. On va procéder à la dissection de la graine, comme on le voit ici. Donc en faisant une coupe longitudinale d'une graine qui a été laissée dans un bécher contenant de l'eau, pour bien sûr favoriser pour que la graine soit imbibée d'eau, pour faciliter la dissection. Donc on voit que la graine contient de l'extérieur vers l'intérieur. On a ici un tégument et puis on a deux cotylédons. Et ce qui est important ici, c'est cette structure qu'on voit ici, qu'on peut identifier les différentes constituants de cette structure. On voit ici une petite Voilà, on a ici agrandi, si vous voulez, on a enlevé cette structure, on l'a agrandi ici.
On a ici l'échelle, hein, cette distance, ça représente 1 millimètre. Donc elle est formée par, donc cette structure elle est formée par une partie qui ressemble à la racine, donc qui va donner la racine, donc puisqu'il est de très petite taille, on va l'appeler une radicule. Et ici on a deux feuilles, on les voit clairement, hein, donc ce sont deux feuilles. Donc deux petites feuilles qui vont donner ultérieurement des feuilles chlorophylliennes. Et là, on a une tigelle, c'est-à-dire une partie qui va donner la tige. Donc la structure qui nous intéresse ici, c'est cette structure-là qui forme ce qu'on appelle l'embryon. Donc après la double fécondation qu'on a vu dans la séance précédente, et après la formation de la graine, l'ovule ou bien le zygote principal, on disait qu'il va former un embryon, on le voit ici, c'est une jeune plantule, et il y a également formation des réserves qui sont contenues ici au niveau du cotylédon, et puis on a la membrane protectrice qui va protéger le tout. Donc en conclusion, on voit que la graine, il se compose d'un tigiment externe, protecteur, qui protège les structures internes, et puis deux cotylédons, hein. Selon les espèces, on peut trouver un seul cotylédon ou bien deux cotylédons, au milieu duquel on trouve un embryon qui est composé par une radicule, et puis une tigelle, et puis deux premières feuilles. Ces trois structures, comme je disais, elles formaient ce qu'on appelle l'embryon. Donc là, on a un schéma de la dissection d'une graine de haricot. Bien sûr, pour que la graine puisse germer, on doit chercher les conditions de germination. Donc la graine ne peut pas germer à n'importe quand. Donc on doit chercher les conditions, le temps favorable pour la germination de la graine. Donc on va vous présenter des expériences qui sont représentées sur ce schéma, comme vous le voyez, pour bien sûr dégager les conditions nécessaires pour la germination de la graine. Donc on a mis dans des boîtes de Petri, on a 4 boîtes de Petri, on a mis dans ces boîtes de Petri du coton qui sera selon les cas imbibé au nom de l'eau. Et puis on va déposer, si vous voulez, des graines, hein. De préférence on utilise des graines de lentilles, et on fait changer bien sûr les conditions, hein, les conditions de l'expérience. Dans ce cas-là, dans cette première expérience, on a mis une boîte de Petri avec des graines, et bien sûr elle est imbibée d'eau, donc il est imbibé d'eau, mais donc je disais que dans cette boîte de Petri, il n'y a pas d'eau, hein, donc on a mis du coton sec, il n'y a pas d'eau, donc il n'est pas imbibé d'eau, et à 20 degrés Celsius. Par contre, dans l'autre boîte de Petri, on a mis du coton humide, c'est-à-dire qu'il est imbibé d'eau, et à 20 degrés Celsius. Donc on voit dans les deux expériences, qu'on a changé un paramètre, c'est-à-dire le paramètre de l'humidité, c'est-à-dire qu'on a ici un coton qui est sec, mais dans notre cas c'est un coton qui est humide, mais on a gardé les autres paramètres qui sont constants, à savoir la température. Ici on a 20 degrés Celsius, et ici de même on a 20 degrés Celsius. Les résultats sont représentés ici. Donc on voit que dans les conditions citées dans cette boîte, on voit que les graines n'ont pas germé, hein. Par contre, dans l'autre boîte, on voit l'apparition de plantules, donc il y a germination de la graine, hein. Et par la suite, on peut déduire à partir de cette expérience que l'humidité est un facteur primordial ou bien essentiel pour la germination des graines. Et quand je dis l'humidité, bien sûr, c'est l'eau. Donc l'eau, elle est nécessaire pour la germination de la graine, et on va voir plus tard le rôle de l'eau dans la germination des graines. Dans l'expérience 2, on a travaillé, on a essayé de changer les conditions expérimentales. Donc dans la boîte, la troisième boîte,
on a mis le coton humide également dans la quatrième boîte. Donc il faut donner les conditions propices pour la germination, mais on va changer un autre paramètre qui est celui de la température. Dans la troisième boîte, on a travaillé avec une température à 4 degrés Celsius. Par contre, dans la quatrième boîte de Petri, on a travaillé avec 20 degrés Celsius, c'est-à-dire qu'on a mis des graines de lentilles dans des conditions qui diffèrent par la température. Ici 4 degrés Celsius, ici on a 20 degrés Celsius. Et comme vous le constatez sur la boîte 3, on constate qu'il n'y a pas de germination de graines. Par contre, au niveau de la boîte numéro 4, on voit clairement la germination des graines et apparition de nouvelles plantes. Et de là, on peut déduire que la température est un facteur également qui influe si vous voulez, sur la germination. Donc, pour que la germination puisse avoir lieu, il faut avoir une certaine température. En l'occurrence ici, il faut une température de 20 degrés Celsius. Donc, en conclusion, bien sûr, on peut dire que la germination des graines nécessite des conditions favorables, telles que l'existence de l'eau. On va voir le rôle de l'eau ici, c'est qu'il permet de mouiller, si vous voulez, les tiguiments dans le but de les rendre flexibles, ce qui va permettre la déchirure des tiguiments et l'émergence des radicules qui va donner la nouvelle racine pour qu'ils puisent prochainement l'eau et les sels minéraux du sol. Les tiguiments deviennent perméables aux gaz respiratoires, donc c'est une condition nécessaire, ce qui va permettre aux graines de revenir à la vie active, une température convenable pour activer les enzymes. Il faut également de l'air, c'est-à-dire qui contient l'oxygène, qui va permettre la décomposition des réserves organiques pour la production de l'énergie plutôt nécessaire pour le développement de l'embryon puis sa germination. Donc maintenant on va traiter ou bien on va étudier certains aspects physiologiques de la germination des graines. Donc on a des expériences qui nous permettent bien sûr d'étudier ces aspects physiologiques. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pu démontrer le passage de la graine de la vie ralentie à la vie active en prenant une graine d'une journée, voilà ici, et puis une graine de 12 jours, et puis une graine de 3 jours. C'est-à-dire on essaie de voir ce qui se passe au niveau des graines en fonction des temps. Et on réalise les expériences révélant la présence du sucre composé et du sucre simple. Il faut rappeler ici le sucre composé contenu dans les graines, c'est essentiellement de l'amidon. Le sucre simple qu'on va mettre en évidence, c'est le glucose. Donc au niveau de la première expérience réalisée lors du premier jour, donc on a essayé de, bien sûr, avant ça, je vais rappeler, si vous voulez, le rôle de liqueur de filling et de l'eau iodée. Ce sont des révélateurs. On va voir leur rôle parce qu'on va les utiliser dans les expériences. Donc, le liqueur de filling est un révélateur de sucre simple. Donc, ce sont des rappels de l'enseignement collégial lors de l'étude de l'analyse du pain et du lait. Donc, on a travaillé avec ces révélateurs. Donc, le liqueur de filling est un révélateur de sucre simple. Elle donne, après chauffage, en sa présence, un précipité qui est rouge brique. Par contre, l'eau iodée est un révélateur de sucre composé. Elle donne, en sa présence, une coloration qui est bleue. Donc, ce sont des notions qui sont essentielles pour comprendre ce qui se passe au niveau de ces expériences et pour comprendre, bien sûr, les résultats de ces expériences. Donc, en essayant de chercher, bien sûr, ou bien de révéler la présence de ces sucres au niveau des graines lors du premier, deuxième et troisième jour. Donc, lors de du premier jour, donc on a essayé de révéler la présence de l'amidon en utilisant bien sûr l'eau iodée. On voit que au niveau de la graine, bien sûr, après broyage et filtration, on a vu que, plutôt ici, sans avoir recours à ce broyage, on peut utiliser uniquement l'eau iodée, on peut poser ou bien déposer des gouttes d'eau iodée sur les cotylédons de la graine. On voit ici la présence d'une couleur bleu foncé, ce qui révèle ou ce qui montre la présence de l'amidon.
Euh, de même, pour la même graine, donc on va faire le test de liqueur de Feeling. On voit que ce test est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a plus de sucre simple, c'est-à-dire il n'y a plus de glucose. Lors de la deuxième journée, après le 12 jours, on voit que après le test de l'eau iodée, que la couleur devient un peu moins foncée, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la quantité d'amidon a baissé. Hein. Par contre, on remarque après l'utilisation du test de liqueur de Feeling, l'apparition de sucre simple, c'est-à-dire de glucose, mais en faible quantité. Hein. Lors de la troisième journée, après le test de l'eau iodée, on voit ici l'absence de l'amidon. Hein, donc on peut dire qu'il y a épuisement de l'amidon. Par contre, il y a apparition en grande quantité d'un sucre simple qui est le glucose. En faisant la corrélation entre les deux résultats, on voit que avec le temps et après, bien sûr, quand je dis avec le temps, après les jours de la germination, on voit que la quantité de l'amidon, si vous voulez, elle baisse au fur et à mesure jusqu'à s'épuiser. Par contre, en contrepartie, la quantité de glucose, elle augmente avec le temps. Et de là, on peut déduire que, ou bien on ne peut expliquer l'augmentation du glucose que par la transformation du sucre complexe qui est l'amidon en sucre simple qui est le glucose. En conclusion, la germination des graines comporte des phénomènes physiologiques qui permettent aux graines de passer de la vie ralentie à la vie active. Ces phénomènes sont généralement l'hydrolyse de l'amidon en glucose. On l'a démontré à partir des expériences qu'on a vues tout à l'heure, selon la réaction suivante. Donc là, on a l'équation qui nous montre ce qui se passe lors de l'hydrolyse ou bien la dégradation de l'amidon. Ici, on a la formule de l'amidon qui est C6H10O5N, c'est-à-dire N molécules de glucose, N fois, plus N molécules de H2O va nous donner N molécules de glucose C6H12O6. Bien sûr, toutes ces transformations ne sont pas fortuites, elles se font parce que l'embryon a besoin du glucose. Donc, elle a besoin de glucose, bien sûr, pour produire de l'énergie. Hein. Cette énergie sera produite après l'oxydation, si vous voulez, l'oxydation des glucoses selon la réaction suivante. Donc, on aura une molécule de glucose. Ici, on a une molécule de glucose qui va subir l'oxydation par 6 molécules d'oxygène et va donner 6 CO2 plus 6 H2O plutôt, plus de l'énergie que l'embryon va utiliser bien sûr pour sa croissance. Donc l'énergie obtenue est utilisée dans la croissance des organes de l'embryon. Donc maintenant on va voir les différentes étapes de la germination des graines. Donc là on a une photo qui nous montre les différentes des plantes de haricots, si vous voulez, les différentes phases de la germination. Donc, on part de la graine et au sein de la graine, on trouve l'embryon. Donc, c'est une photo qui est réelle, qui est prise, bien sûr, qui nous montre les étapes de la germination. Donc là, une graine d'haricot. Là, on a, après dessiccation ou bien dissection de la graine, on a enlevé l'embryon pour montrer que c'est l'embryon qui est à l'origine de la nouvelle plante. Parce que pour la plupart, elles savent qu'on sème des graines, mais elles ne savent pas, lorsque les graines donnent une nouvelle plante, ils ne savent pas d'où provient la nouvelle plante. Donc là, à partir de cette photo, on voit que la plante qui apparaît après germination, elle est issue du développement de l'embryon, de l'embryon ou bien de la plantule. Donc ici on voit les cotylédons, l'apparition des cotylédons. Là c'est la nouvelle tige qui est issue du développement de tigelle. Et là on a les racines qui viennent bien sûr du développement de la radicule.
Dans les phases suivantes, on voit l'élongation de la tige. Hein. Avec le temps, on voit la résorption du cotylédon, tout simplement parce qu'ils ont les réserves contenues dans les cotylédons ont servi pour la croissance de la plante, étant donné que bien sûr la graine au départ ou bien l'embryon au départ, il a besoin de matière organique, il a besoin de sources d'énergie, il les procure bien sûr à partir du cotylédon contenu dans la graine. Après quoi, donc après lorsque bien sûr la plante produit des feuilles vertes, hein, chlorophylliennes, donc il va recourir à la photosynthèse. Et bien sûr, on voit ici les cotylédons qui sont résorbés, c'est-à-dire qui ne contiennent plus de réserve parce qu'il a servi pour la croissance de la plante avant la production de la matière organique par les feuilles et par la photosynthèse. Donc là, dans ce schéma, on a un schéma explicatif qui nous montre les différentes étapes de la germination. On part d'une graine ici, hein. La germination, comme on le voit, elle commence par la production, ou bien par la croissance, si vous voulez, de la radicule qui va donner la racine. Donc la racine, elle provient du développement de la radicule. Donc c'est la première étape de la germination qui constitue, si vous voulez, par la production d'une racine. Après quoi, on va assister au développement du tigelle qui va donner une nouvelle tige. Et après, on voit la sortie des feuilles entre les cotylédons qui vont être résorbés, bien sûr, après la formation des feuilles chlorophyllliennes qui vont utiliser l'énergie solaire et les éléments nutritifs des sols pour produire leur propre matière par la photosynthèse. Donc, les étapes de la germination d'une graine sont: la première étape, c'est la déchirure de l'écorce de la graine et la sortie de la radicule. Donc, et d'ailleurs, c'est dans cette étape qu'interviennent, ou bien on peut parler de l'importance de l'eau, parce que l'imbibition par l'eau va faciliter la déchirure de l'écorce pour permettre sa percée et la sortie de la radicule qui va donner une nouvelle racine. Et puis l'élongation de la tigelle et la sortie de la planture des sols et l'apparition des racines secondaires. Après, on va assister à la chute de l'écorce et l'apparition des premières feuilles, donc ce qui annonce le début de la photosynthèse, la dégénérescence des cotylédons qui ne contiennent plus de réserve, les parasites ils vont chuter, et l'élongation des autres parties et leur croissance. Là, on a une photo qui nous montre les phases si vous voulez, ou bien les étapes de la germination, mais chez un autre type de graines, ce sont les graines monocotylédones. En conclusion, je dirais que en présence des conditions favorables à la germination, la graine absorbe de l'eau, elle s'hydrate et se gonfle. Le tégument se déchire et le dioxygène arrive à l'embryon. Donc, puisque le tégument il devient souple, donc il va permettre la déchirure, va permettre la percée de la racine et les échanges respiratoires, c'est-à-dire le passage de l'oxygène. Donc l'embryon sécrète des enzymes qui vont hydrolyser l'amidon, un sucre qui est complexe, de l'albumène en glucose qui est un élément simple. Une partie du sucre simple subit l'oxydation par respiratoire pour produire bien sûr l'énergie nécessaire à l'activité cellulaire. L'autre est utilisé pour la croissance de la radicule, de la tigelle et des feuilles. Au début de la croissance de la tigelle, les réserves des cotylédons s'épuisent progressivement. C'est le passage de la vie ralentie à la vie active. Là, pour finir, bien sûr, lorsque la plante va produire ou bien va former des feuilles, il va acquérir la chlorophylle au niveau de ces feuilles, comme on le voit sur cette photo.
et il va débuter le processus de la photosynthèse, ce qui va débuter ou bien va être déclenché, et ainsi la plantule devient autonome et continue son développement. Et avec cette présentation, je vous dis salam alaikum ila hissa qadima inshallah.